Bonjour et bienvenue. Vous savez, chaque société est en fait bâtie sur un plan un peu invisible, un ensemble de règles qui nous dit comment vivre ensemble. Aujourd'hui, on va justement déplier ce plan, celui du Maroc, pour comprendre son système juridique. C'est une plongée fascinante dans les rouages qui façonnent la vie de millions de personnes. Alors, pour bien comprendre ce plan, on va suivre 5 étapes clés. D'abord, on va regarder le fondement même du droit, sa philosophie. Ensuite, on explorera les deux grandes ailes du bâtiment, le droit public et le droit privé. Puis, on se demandera d'où viennent les règles, quelles sont leurs sources. Après ça, on découvrira qui interprète le plan avec la pyramide judiciaire et pour finir, on verra comment tout ce système fonctionne concrètement. Allez, on attaque par la base. Avant même de s'intéresser au mur ou à la charpente, il faut absolument comprendre la philosophie des fondations, le pourquoi derrière chaque règle. C'est la question essentielle. Comment fait-on pour créer de l'ordre, garantir que les droits de chacun sont respectés et régler les disputes sans que tout parte dans tous les sens? La réponse, c'est le droit. Eh bien, là voilà la réponse. Le droit, avec un grand D. Il ne faut pas le voir comme une simple liste d'interdits, non. C'est bien plus que ça. C'est un peu le système d'exploitation d'une société. Un outil qui structure notre vie commune, qui protège nos libertés et qui intervient quand ça ne va pas. Et c'est là que le système marocain devient particulièrement intéressant. Imaginez un peu deux architectes de traditions très différentes qui travaillent sur le même édifice. D'un côté, on a l'influence du droit moderne français, très cartésien, très structuré. Et de l'autre, les principes du droit islamique, la charia, qui sont profondément ancrés dans l'histoire et la culture. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment la fusion des deux qui donne au système son caractère si unique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une règle de droit est une vraie règle et pas juste un conseil? Eh bien, il y a 4 piliers. D'abord, elle est générale. Elle s'applique à tout le monde dans la même situation. Ensuite, elle est obligatoire. On ne peut pas choisir de l'ignorer. Si on le fait quand même, elle est sanctionnée. Il y a une conséquence, une amende par exemple. Et enfin, elle est sociale. Son but ultime, c'est de réguler les relations entre les gens pour qu'on puisse vivre ensemble. Sans ces 4 éléments, une règle n'a pas vraiment de poids. Ok, on a les fondations. Maintenant, montons d'un étage pour voir la structure principale. Notre bâtiment juridique, il est divisé en 2 grandes ailes bien distinctes, le droit public et le droit privé. La différence est assez simple à saisir. D'un côté, le droit public, c'est la relation, disons, verticale, entre l'État, en haut, et les citoyens, en bas. Tout ce qui concerne l'organisation du gouvernement, les impôts, les services publics, c'est du droit public. De l'autre côté, le droit privé, ce sont les relations horizontales, entre nous. Quand on signe un contrat, quand on monte une entreprise, là, on est en plein dans le droit privé. Allons faire un tour dans l'aile du droit public. On y trouve d'abord le droit constitutionnel. C'est la charte suprême, le mode d'emploi de l'État. Il y a aussi le droit administratif, qui gère nos rapports avec l'administration, le droit fiscal, oui, celui des impôts, et bien sûr le droit pénal, qui définit les infractions et les sanctions quand les règles les plus graves sont violées. Passons maintenant dans l'autre aile, celle du droit privé. Là, c'est vraiment notre vie de tous les jours. Le droit civil, qui s'occupe des contrats, de la propriété. Le droit commercial, pour le monde des affaires. Le droit du travail, qui encadre les relations entre employeurs et salariés. Et un domaine absolument central au Maroc, le droit de la famille, qui est tellement spécifique qu'il a son propre code, la Moudawana. C'est elle qui régit le mariage, le divorce, l'héritage. D'accord, on a la structure. Mais au fait, qui écrit ces règles? D'où est-ce qu'elles viennent? C'est ce qu'on appelle les sources du droit. Voyons ça comme le code de construction officiel de notre bâtiment. En gros, il y a 2 grandes familles. D'un côté, les sources écrites, ce qui est couché noir sur blanc, les textes de loi votés, et de l'autre, les sources non écrites qui émergent de la tradition, des interprétations des juges, et qui sont tout aussi importantes. Pour les sources écrites, c'est une pyramide très claire. Tout en haut, intouchable, la reine des règles, la Constitution. Rien ne peut aller contre elle. Juste en dessous, on a la loi, votée par le Parlement, qui vient détailler les grands principes de la Constitution. Et tout à la base, les règlements. Ce sont les décrets, les arrêtés, en gros le mode d'emploi en pratique pour appliquer la loi au quotidien. Du côté non écrit, le mélange est passionnant. On a la coutume, des pratiques tellement vieilles et acceptées par tout le monde qu'elles finissent par avoir force de loi. Il y a la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux qui créent des précédents. On trouve aussi la doctrine, c'est-à-dire les analyses des grands juristes qui influencent l'interprétation de la loi. Et bien sûr, la charia, le droit islamique, qui est une source fondamentale et bien vivante, surtout pour tout ce qui touche à la famille et aux successions. Bon, maintenant qu'on a les règles, écrites ou non, il faut bien des gens pour les interpréter et s'assurer qu'elles soient appliquées correctement.
C'est le rôle de l'organisation judiciaire. Ce sont eux, les interprètes du plan sur le terrain. La justice aussi est organisée en pyramide, à 3 niveaux. À la base, on a les tribunaux de première instance. C'est là qu'une affaire est jugée pour la première fois. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec le jugement, elle peut monter au 2e niveau, la cour d'appel. Là, l'affaire est entièrement réexaminée. Et tout en haut, au sommet, on a la cour de cassation. Attention, son rôle est très spécifique. Elle ne rejuge pas les faits. Son travail, c'est d'être l'arbitre suprême. Elle vérifie uniquement si les juges du dessous ont bien appliqué la règle de droit. C'est la gardienne de l'uniformité de la loi dans tout le pays. Et à côté de cette grande pyramide, on trouve aussi des tribunaux spécialisés. C'est assez logique, un litige commercial complexe ne demande pas la même expertise qu'un conflit avec l'administration fiscale. C'est pourquoi il existe des tribunaux de commerce ou des tribunaux administratifs, avec des juges qui sont de véritables spécialistes de ces domaines. On a vu les fondations, la structure, les matériaux, les arbitres. Mais au fond, pourquoi construire tout ça? À quoi sert cette immense et complexe machine? C'est là qu'on voit tout le sens du système en action. Finalement, tout se résume à cette idée. Le but, ce n'est pas d'empiler des règles pour le plaisir. Non, c'est un mécanisme vivant qui a une triple mission. Donner une structure à la société pour qu'elle tienne debout, agir comme un bouclier pour protéger les droits de chacun et être une balance pour assurer la justice. Et la clé de voûte de tout cet édifice, c'est l'équilibre. Un équilibre parfois fragile, mais essentiel entre toutes ces sources de droit qui mélangent modernité et tradition. Et un équilibre entre la création des règles et leur application par une pyramide judiciaire claire et structurée. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ce qui nous amène à une dernière réflexion qui va bien au-delà du droit. Comment ce mélange unique, ce dialogue constant entre des lois d'inspiration moderne et des traditions profondes, ne fait pas que gérer une société, mais participe à forger son identité même, son âme. C'est une pensée fascinante qui montre que le droit, c'est bien plus qu'un simple plan. En fait, c'est le miroir d'une nation.